Ah, c'est un beau volume quand même. Ça, du coup, c'est un mur porteur ou pas? Donc on peut le casser? Je vais le prendre. I don't understand. What is this? Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui reviendra aujourd'hui sur Backrooms, réalisé par Kane Parsons. Le phénomène Backrooms, c'est un truc que je connais pas du tout et de très très loin. Pour moi, alors dans la culture LGBT, la Backroom, c'est la pièce au fond de la boîte de nuit dans laquelle il n'y a pas de lumière et tu vas pour baiser en fait. Donc quand j'ai commencé à voir un truc arriver avec les Backrooms, je fais ça devient mainstream, ça y est les Backrooms maintenant, tout le monde est au courant. Backrooms, c'est un phénomène qui a commencé à être créé il y a quelques années sur Internet quand on a publié une photo sur un espace liminal. Donc c'est ces grands espaces qui sont en principe faits pour mettre des bureaux, des salles d'attente, des trucs dans ce genre-là, mais qu'on filme entièrement vide. Et du coup, le simple fait que cet espace gigantesque soit vide crée un sentiment étrange, de malaise, assez angoissant. Quelqu'un a donc publié une photo comme ça avec une pièce avec cette espèce de tapisserie jaune moche et tout un tas de bouts de mur et trucs dans ce genre-là en disant c'est ce qu'on trouve quand on passe la porte de la réalité ou un truc dans ce genre-là. Je crois que c'est comme ça que ça a commencé. Je me dis j'ai vraiment suivi le truc de très très loin. Et il y a commencé à y avoir tout un tas de trucs qui ont été faits autour. Il y a eu un jeu vidéo notamment qui est sorti et il y a un jeune gars qui s'appelle Kane Parsons qui, je crois, à 16 ans, a commencé à diffuser sur Internet des vidéos qu'il réalisait sur Blender, qui est un programme de 3D qui est gratuit, et il diffusait des vidéos de personnes qui explorent des backrooms, du coup, et qui... J'ai la culture LGBT en tête, ça me paraît très très drôle le double sens, qui donc explore cet univers assez étrange, qui filme plusieurs choses assez particulières. En plus, comme c'est fait en 3D, il peut se permettre de faire vraiment un petit peu tout ce qu'il veut dans cet espace, donc filmer des choses très étranges. Et notamment, il a toute cette patte visuelle autour du truc qui donne l'impression d'être filmé avec une caméra VHS et qui donne du coup une sensation de réalisme extrêmement poussée. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un vrai truc, mais c'est juste du coup un effet qui est ajouté. Et du coup, ce gamin s'est vu proposer donc de passer de ces petites vidéos Blender faites dans sa chambre à un film, un vrai film. Et genre, putain, le gamin, il a quoi? Il a 20 ans, Kane Parsons, à l'heure actuelle, donc il va en avoir 19 ou 18 quand il a tourné le film. Le mec, il dirige Renate Reinsve et Chiwetel Ejiofor, deux des acteurs les plus haut placés quoi dans le panthéon hollywoodien. Renate Reinsve, elle débarque un petit peu à Hollywood maintenant. Et franchement, le gamin, il a des couilles, quoi. Ou alors, je sais pas si c'est l'inconscience de la jeunesse ou un truc de ce genre-là, mais vraiment, le mec s'est lancé dans son truc et il a réalisé son premier long métrage qui a mis une misère au Mandalorian et Grogu en face de Obsession. Et alors, autant... Obsession, je comprends pas d'où ça sort. Autant là, il y a quand même un background derrière Backrooms qui fait que je comprends pourquoi le film attire beaucoup et amène les gens en salle. Et je crois que c'est en passe de devenir le film qui a le plus rapporté à A24 de toute son histoire, au-dessus de Everything Everywhere All At Once. L'histoire suit deux personnages, Clark, joué par Chiwetel Ejiofor, qui gère un magasin de meubles d'occasion, qui est assez déprimé, qui va avoir une psy, jouée par Renate Reinsve, qui joue donc le docteur Mary Klein. Clark va découvrir dans le niveau inférieur de son magasin une porte qui l'amène dans une autre dimension qui est les backrooms. Il va commencer à explorer un petit peu cet environnement, notamment avec les personnes qui travaillent dans son magasin. Et au bout d'un moment, n'entendant plus de nouvelles de son patient, le docteur Mary Klein va elle-même se rendre dans le magasin, découvrir l'entrée des backrooms et essayer de le retrouver. Et du coup, pour donner un avis rapide sur le film, je suis pas sûr d'avoir aimé, je suis pas sûr d'avoir compris, je sais que j'ai pas détesté, en tout cas. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je l'analyse à travers la bonne focale? C'est-à-dire que, manifestement, tout le but des backrooms, c'est d'être un truc un peu brumeux, obscur et mystérieux. Et j'ai le sentiment que le film est plutôt là pour qu'on développe du theory crafting, donc on développe des théories autour du sens du film et de pourquoi et de comment, etc., etc., plutôt que pour faire sens en tant que cinéma traditionnel. En termes de cinéma traditionnel, je vous avoue que quand le film s'est terminé, j'ai fait... Ah. C'était quoi le but? C'était quoi l'idée? Pas fâché du tout, mais juste décontenancé, quoi. Alors, un petit peu fâché, cela dit que ça se termine. Il y a eu un premier fondu à un moment où un personnage est amené ailleurs, et il y a eu un fondu au noir, il me dit pas qu'ils vont terminer là, il y avait des scanners, des IRM de personnes qui commencent à s'afficher sur l'écran, et je me suis dit, il va quand même pas me mettre le générique au-dessus de ça va quand même pas se terminer ici, et non, il met une scène après, mais une fois que cette scène-là a eu lieu, j'ai fait,
Qu'est-ce qu'il a essayé de raconter exactement? Je suis pas sûr. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'il a juste foiré son truc et il a mal raconté ce qu'il essayait de raconter, ou est-ce que le but c'était pas que le film fasse sens tel quel quand tu regardes, il fallait vraiment le revoir, développer des théories, que tout le monde y aille de son petit truc. Donc je saurais pas dire à 100% ce que j'en ai pensé. J'ai apprécié, cela dit, ma séance. Après, c'est aussi parce que du coup, je découvre l'univers des Backrooms et c'est un peu les premières vidéos que j'ai vues. La raison pour laquelle j'ai jamais regardé jusque-là des vidéos Backrooms, c'est qu'en fait, je suis une petite fiotte. La raison aussi pour laquelle je connais les Backrooms LGBT, sans y avoir jamais été, cela dit, je précise. Mais niveau horreur, c'est vrai que je fais dans mon froc assez facilement. Et du coup, je me suis pas vraiment jeté non plus sur la série de vidéos où tu explores en POV avec une VHS des univers extrêmement étranges avec des créatures qui vont te courir après, etc. J'avoue que c'est pas le genre de truc qui me manque énormément. Je pense que ça plaît beaucoup aux Gen Z parce que quand t'es jeune, il y a un côté comme ça où t'aimes bien t'effrayer, etc. C'est vrai que je me rends compte, plus je suis devenu adulte, plus je me suis un peu éloigné de l'horreur. Mais c'est un truc que j'appréciais beaucoup plus quand j'étais gamin. Quand t'es adulte, la vie est déjà horrible en fait, donc t'as pas envie de t'exposer encore plus à ça. C'est les recherches d'appartements que j'ai parodié au début, c'est un bonheur. Les crédits et tout ce qui s'ensuit, c'est mon Dieu. Adulting is hard, comme disent les jeunes. Ouais, non, du coup, c'est vrai que je pense que j'ai aussi ce truc-là. J'ai vraiment découvert le principe des Backrooms avec ce film-là, et du coup, ça m'a intrigué. Et du coup, je peux peut-être commencer par là. Il y a effectivement un style visuel à cet univers qui est assez prenant, en fait. Il y a effectivement ce truc esthétique d'avoir ce filtre VHS avec... donc en plus... C'est marrant pour une personne qui est un mec jeune, il a 20 ans, donc il a grandi bien après les VHS et les trucs dans ce genre-là que moi j'ai connu quand j'étais gamin, mais il sait parfaitement reproduire, et trouver l'intérêt aussi, mais reproduire ce style VHS de l'époque avec le filtre qui, évidemment, salit l'image, le côté juste entrelacé en fait, ou pas désentrelacé plutôt. Donc le truc c'est que les images analogiques de l'époque et certaines images numériques d'aujourd'hui sont entrelacées, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de pixels sur deux qui est envoyée à chaque fois. En principe, les télévisions et notamment les écrans cathodiques de l'époque géraient ça parfaitement bien. En numérique, c'est extrêmement difficile. Je sais pas pourquoi, c'est un mal monstre à gérer ce truc-là. Ça devient tout de suite tout flou et tout dégueulasse. Mais à l'époque, c'était géré vraiment naturellement. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, quand tu importes ça aujourd'hui dans des trucs numériques, généralement, tu l'importes en entrelacé. Donc, il y a ces petites lignes étranges quand le truc bouge, ce qui renforce encore le sentiment de vérité, en fait. Il y a, je dirais pas que c'est une caméra documentaire, mais il y a un sentiment, effectivement, caméra amateur, caméra au point, qui est développé par ça, qui est vachement intéressant. Qui lui, du coup, quand il sortait ses vidéos à la base sur Internet, lui servait à camoufler le côté Blender et CGI et donner l'impression que le truc était réel. Mais là, du coup, comme tu le fais en vrai, avec, je suppose, un vrai caméscope VHS, à moins qu'il ait juste appliqué un filtre sur les images qu'il a tournées avec les caméras professionnelles, mais ça donne l'impression de tourner avec un vrai truc VHS, quoi. Donc, il y a, du coup, ce sentiment de crédibilité, de véracité aux images, qui les rend du coup assez impressionnantes et assez angoissantes. Et effectivement, cet univers visuel, les décors que ça permet de développer, le truc des Backrooms, c'est vraiment super cool. Honnêtement, je pense que le film aurait ses chances dans la catégorie meilleur décor. Il y a cette esthétique très particulière de ce papier peint jaune, moche, partout sur les murs, qui donne du coup ce sentiment assez crade, assez délavé. Mais juste la façon qu'ils ont de construire ces univers de Backrooms est intéressante parce que comme ils le décrivent du coup dans le film, c'est comme si tu décrivais un chien à une personne qui n'a jamais vu un chien de sa vie et tu lui demandais ensuite de dessiner le truc. Les architectures de ces environnements sont absolument absurdes. C'est-à-dire que tu peux avoir tout un pan de mur entier qui est complètement plat et d'un seul coup tu as une petite protubérance qui fait genre 1 mètre sur 1 mètre, un petit carré de 1 mètre sur 1 mètre avec 10 cm d'épaisseur qui sort comme ça sur le côté. Et tu te dis, si c'était un bureau par exemple, ça pourrait être une séparation entre deux bureaux, entre deux coins d'un truc qui aurait été installé là, etc. Mais vu comme ça, c'est un peu étrange. Et en règle générale, le but, c'est de faire étrange. Effectivement, ça t'évoque l'impression que s'il y avait eu un bureau dans ce truc, ça aurait pu servir, mais il y a tout un tas de crevasses, t'as des murs qui ont des protubérances, et puis ensuite la protubérance s'arrête, et t'as un pylône juste à côté, et tu fais, ça a aucun sens, pourquoi tu relis pas les deux trucs en même temps, pourquoi tu laisses cette ouverture sur ce truc-là? Il y a des reliefs qui donnent des jeux de lumière assez intéressants, et la lumière est bien travaillée dans le film en règle générale. Il y a un travail de la pénombre avec on doit avoir des longs couloirs qui s'étendent à des kilomètres, des lumières un peu partout, sauf d'un seul coup au milieu où tous les néons sont éteints, où il y a tout un truc d'éteint, et du coup ça te fait une zone d'ombre en plein milieu de ces trucs de lumière, ce qui permet de mettre une silhouette un peu menaçante qui va apparaître derrière une porte, ce qui permet de mettre une pancarte, un truc un peu étrange vu comme ça. Il y a évidemment tous ces objets qui traînent un petit peu n'importe où, c'est notamment beaucoup de fauteuils parce qu'il y a cette notion vachement de salle d'attente avec le concept des backrooms. Et donc il y a beaucoup de chaises qui sont éparpillées un peu partout et dans certains décors, ils vont travailler à faire des trucs vachement plus créatifs avec ça. Notamment, il y a donc la première pièce dans laquelle ils rentrent où il y a vraiment un enchevêtrement de meubles absolument partout, tout est condensé sur un seul tas avec des meubles qui ont fusionné les uns avec les autres.
Quelque chose qui devait être très très simple à faire en Blender, mais ça devait être une galère à faire en réel du coup. Et du coup, c'est ça qui est cool, quoi. C'est que vraiment le gars a transcrit son univers. Enfin, c'est pas vraiment son univers à lui personnellement, parce que je crois pas qu'il a entièrement créé le truc. Mais il a vraiment transcrit son univers et ce qu'il faisait avec Blender au monde réel, et ça donne ce sentiment d'étrange assez cool, notamment quand tu l'ajoutes au fait de faire des trucs un peu absurdes. Donc c'est par exemple, même au niveau des pièces, il y a des moments où il y a des murs qui vont couper net une lumière qui est au-dessus, un néon par exemple, et on va avoir des objets qui vont être enchevêtrés dans les murs, qui vont dépasser par-ci par-là, qui vont être mis bizarrement. Il y a des moments où on va avoir des répétitions du même objet, mais avec un angle qui change un petit peu à chaque fois, par exemple. Il y a un poteau électrique qui est comme ça, et au fur et à mesure, le truc s'enfonce dans le sol, etc. Donc c'est vraiment un truc très étrange et très particulier. Il va y avoir d'ailleurs des évolutions, je sais pas si c'est comme ça dans les backrooms officiels, mais il y a des évolutions du décor à certains moments. Je vais pas les gâcher non plus en décrivant ce que c'est, mais on va pas rester que sur le papier peint jaune. Il y a certains moments où on va avoir d'autres environnements qui vont du coup apporter un petit peu de frais et de neuf, et qui vont participer encore à l'étrangeté de ces différents lieux. Tu sens d'ailleurs qu'il a vraiment voulu faire son délire en réel, parce qu'il y a certains trucs qui sont travaillés dans ce truc-là qui, à mon avis, se travaillent moins facilement dans des trucs faits sur Blender ou dans un jeu vidéo, un truc dans ce genre-là. Par exemple, il y a des moments où tu passes à travers des murs et t'as des sortes de filaments, soit des toiles d'araignée ou un truc un peu particulier comme ça qui traîne un peu sur les trucs. Et on a également certaines créatures qui sont présentes dans l'univers, qui sont plutôt intrigantes, qui sont plutôt malaisantes dans quand tu les vois effectivement à l'écran. C'est surtout qu'il va vraiment te les filmer en gros plan, parfois en détail, etc. Dont notamment un gros monstre qui te poursuit, et ça c'est l'héritage de la légende urbaine de Slenderman. Notamment, il y avait eu des jeux faits là-dessus avec Slenderman. Il y avait eu un film d'ailleurs qui avait été adapté de Slenderman, qui était nul à chier d'ailleurs, il y avait que des décisions à la con dedans. Et donc cette idée d'avoir une grande créature qui te poursuit, c'est vrai que c'est vraiment né à ce moment-là. Ça a été importé dans Backroom, c'est aussi présent dans ce truc-là, mais il y a d'autres créatures en plus qui vont être exploitées. Cela dit, c'est à mon sens là que le bas blesse. Tu sens que il a voulu faire un vrai film. Il a pas juste voulu faire une séquence de 2h30 de un mec qui se promène avec une caméra VHS dans les backrooms et diffuser ça au cinéma. Il a voulu raconter une histoire, il a voulu sans doute étendre un peu l'univers. Je suppose qu'on n'en sait pas autant sur ce qui se passe dans les backrooms avec les vidéos, ou c'est peut-être partie du mystère qui est travaillé et il en révèle sans doute un petit peu plus dans le film. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissez, parce que moi du coup je suis passé à côté des trucs. T'as le sentiment qu'il développe un petit peu le truc. Et il a voulu faire une vraie histoire qui a un vrai sens. Et donc notamment, toute cette histoire avec la psy, ça participe à expliciter ce qui se passe dans les backrooms. Et en fait, autant j'admire le fait que ce soit plutôt bien écrit. Alors après, c'est pas Kane Parsons qui a écrit le truc. Il a été chercher un scénariste qui a déjà bossé sur quelques séries télé, sur quelques trucs. Et sur quoi il a bossé? J'ai vu ça tout juste avant de tourner, mais je m'en souviens plus. La série Homeland, la série Borgia, la série Ash vs Evil Dead, un peu de Westworld également. Ça veut dire que ça fait un bout de temps qu'il a pas fait grand chose, cela dit. Et il y a donc des personnages qui sont plutôt bien développés, des scènes de dialogue qui sont plutôt cool. Et vraiment, quand je vois ces scènes de dialogue, je me dis, putain, j'imagine d'être un mec de 20 ans qui est en train de diriger Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve en train de jouer ça. Enfin, il s'en sort quand même plutôt bien, quoi, niveau direction d'acteur. La direction d'acteur, c'est le truc principal sur lequel dont t'es censé t'occuper quand t'es réalisateur. Et c'est vrai qu'a priori, il s'en est quand même plutôt bien sorti, quoi. Et je suis toujours surpris quand il y a des mecs très jeunes comme ça qui arrivent à gérer ce genre de truc. C'est la même chose avec Xavier Dolan dans ses premiers films. Je me dis, un mec de 18 ans a réussi à avoir la maturité pour diriger ce genre de jeu et faire ce genre de scène, etc. C'est vachement impressionnant, je trouve. Mais c'est là que le bas blesse, du coup. C'est que quand t'arrives à la fin de l'histoire, honnêtement, j'ai du mal à comprendre à quoi a servi tout ce qui a été montré pour créer ces personnages, pour marquer, du coup, quels sont leurs souvenirs, etc., etc. Autant je vois à peu près pour le personnage de Clark, parce qu'il essayait de digérer notamment sa vie de couple et pourquoi est-ce que sa vie en règle générale a un petit peu mal tourné, etc., etc. Et il y a des trucs de ça qui se retrouvent dans Backrooms, notamment en quoi son job actuel le poursuit, on va dire, pour essayer de rester superficiel. Et donc ça, j'ai plus ou moins compris. Le truc, c'est qu'en fait, le personnage qui est le plus présenté quelque part dans le film, c'est le personnage du docteur Mary Klein, donc de Renate Reinsve. Le film est ouvert par elle, se termine sur elle, mais c'est surtout sur elle qu'on développe le plus le passé, en fait. Et quand le film se termine, j'ai du mal à comprendre à quoi ça servir. Alors du coup, je vais lancer une section spoiler pour pouvoir aborder le truc. Pensez bien à le mentionner également, que vous parlez des spoilers dans les commentaires pour éviter que les gens se spoilent en lisant les commentaires, du coup. Mais donc, il y a toute cette thématique qui est travaillée par le bouquin du docteur Klein,
qui est on s'enferme dans des boucles, on répète les mêmes schémas toujours dans nos vies. On repère les schémas notamment quand on sait que quelque chose nous a blessé un moment, on repère le schéma qui commence à se reproduire et du coup on essaye de l'éviter et on finit par s'enfermer dans certains trucs, etc., etc. Et donc il y a tout un truc autour de son enfance où en fait sa mère était devenue folle et elle était... comment est-ce qu'on traduit ça en français ? Apparemment, il n'y a pas de traduction, parce que ça doit être un truc qui est très américain avec la surconsommation, un truc dans ce genre-là, mais je sais que ça existe en France également, mais les hoarders, donc les personnes qui n'arrivent pas à jeter quoi que ce soit, donc dans leur maison, c'est toujours, il y a des piles de détritus partout, parce que même les déchets, ils veulent pas les sortir, il y a des tas de magazines qui s'empilent, des tonnes de collections, des tonnes de meubles, des tonnes de trucs, et donc sa mère avait ce problème-là, et elles ont fini par perdre leur maison, sans doute parce que je suppose que la mère sortait plus pour aller bosser ou quoi que ce soit, donc elle a plus pu payer la maison. Et leur maison a été détruite. Le film commence là-dessus, avec un joli plan d'ailleurs. J'en reparlerai un peu plus loin en parlant de certains plans assez jolis. Et la mère a fini par être internée, donc elle est devenue adulte, elle est devenue psy, probablement parce que du coup elle était fascinée par ce qui était arrivé à sa mère. Elle a voulu, elle était travaillée par l'idée de comprendre les gens et comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font. Elle a l'air d'être un tout petit peu asociale, parce qu'il y a un moment où il y a une fête à laquelle elle est invitée, ou qu'elle fait chez elle, ou un truc dans ce genre-là. Et elle discute un peu avec les gens, et puis tu vois qu'elle se déconnecte un petit peu, notamment quand elle voit une gamine avec sa mère derrière, parce que je suppose qu'elle lui fait penser à sa mère, et elle va s'isoler dans une pièce, elle prend un cacheton. Alors, ça dit, c'est peut-être juste parce que, pour le souvenir de son enfance, peut-être qu'elle a pas de souci avec le groupe. C'est comme ça que je l'ai lu la première fois, mais en racontant le truc, je me dis, non, c'est peut-être plutôt ça qui amenait à ça. Cela dit, c'est peut-être les deux. Et elle garde avec elle un morceau du trottoir qui était en face de leur maison, sur lequel elle avait mis l'empreinte de sa main avec sa mère quand elle venait d'emménager dans la maison et que le trottoir était tout juste versé, le béton avait été coulé juste avant. Donc elle avait mis ses mains dessus et elle garde ce petit truc là. Donc tu vois qu'elle est attachée à ce truc d'enfance donc. Et l'histoire se termine. Elle finit par péter un câble face à son patient. Je crois que c'est l'une des pires psys du monde, mais effectivement elle finit par péter un câble quand il la menace et qu'il l'enferme dans cette cuisine là. Elle le voit se faire buter par la créature le pourchasse, elle finit par buter la créature avec son morceau de pavé. Mais alors du coup, ça donne l'impression qu'elle a résolu son traumatisme d'enfance, mais je vois pas en quoi. Est-ce que c'est le fait d'avoir dit au mec qu'il avait vraiment un problème alors qu'elle a pas pu le dire à sa mère, mais c'était une gamine de 8 ans, alors c'est peut-être résoudre le traumatisme d'enfance, dans ce genre-là, je suis en train de comprendre le film en le racontant peut-être. Et ensuite, donc elle sort, elle se fait récupérer par cette espèce d'entreprise qui semble surveiller et étudier les backrooms en règle générale, et on lui pose des questions. Et quand elle demande si elle va sortir, on lui fait comprendre qu'en gros, c'est fort possible qu'elle sorte jamais parce qu'elle a vu un truc trop particulier, quoi. Et ils vont la garder en observation pour lui poser des questions, etc., etc. Peut-être l'envoyer réexplorer le truc éventuellement plus tard. Donc en fait, elle finit comme sa mère, elle aussi enfermée, sauf que elle avait pas de problème mental du coup. Elle se fait, sa mère avait un problème mental et finit enfermée, elle n'a pas de problème mental et finit enfermée quand même. Et du coup, est-ce que c'est ça le schéma qui se répète, qui est quand même l'idée qui est traitée depuis le début? Il y a un tas de bouquins et un audiobook qu'elle a fait qui accompagne le bouquin, qui parle comme ça des boucles qu'on répète, des schémas qu'on répète, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit son schéma elle qui se répète. J'ai l'impression qu'il répète le schéma de sa mère et du coup, je trouve ça un petit peu bancal comme truc. Et pour ce qui est de son schéma à elle, je vois pas quel est le schéma à elle qu'elle répète. Et notamment, ce que je trouve un peu gâché, peut-être que l'histoire a du sens au final et que je l'ai pas juste vu en sortant de la salle. Là, ça fait du coup 1 heure que je l'ai vu, donc je commence à digérer. Mais absolument rien de son passé à elle n'est traité dans les backrooms en fait. C'est ça que je trouve particulier dans la façon de faire le scénario, c'est qu'en fait, tu développes le plus ce personnage-là, c'est à elle que tu donnes le plus de trucs. Il y a tout un plan qui est assez joli où la caméra va faire un travelling vertical, elle va passer dans le sol de sa maison d'enfance à des versions de plus en plus simplifiées et de plus en plus absurdes de ce même espace pour finir par être dans les backrooms complètement et devoir explorer le truc. Mais en fait, rien de son passé à elle n'est exploité pour les backrooms. Et comme le truc, c'est qu'on te dit que les backrooms sont là pour justement explorer un peu les tréfonds de ton esprit, mais en fait, on n'explore pas du tout les tréfonds de son esprit à elle, alors que c'est le personnage qui ouvre le film, qui termine le film et qui est le plus développé. Donc c'est ça que j'ai trouvé très particulier en fait. C'est pour ça que quand le film s'est terminé, je me suis dit ah bon, parce que je me suis dit en fait, elle va s'échapper de ce truc de l'entreprise là, elle va retourner dans les backrooms et là elle va être confrontée à ses propres démons, ses véritables démons à elle quoi. Mais ça n'arrive jamais dans le film. Du coup, c'est ça que je trouve très bizarre en fait dans l'écriture. J'ai l'impression que on a tout mis en place pour explorer son personnage à elle et c'est le seul personnage qu'on a oublié d'explorer. Le seul personnage, il y a qu'un seul personnage qu'on explore du coup qui est Clark, mais
on a tout mis en place pour elle et on l'explore pas. Et du coup, je trouve ça un petit peu bizarre quand même. Je trouve qu'il y a un truc un peu particulier et c'est pour ça que je me dis peut-être que, en vérité, on a exploré certains trucs à elle, mais que je m'en suis juste pas rendu compte. Est-ce que le poteau électrique était le poteau électrique qui était dans sa rue ou un truc dans ce genre-là, c'est le genre de truc qu'il faut revoir le film plusieurs fois et l'analyser image par image pour comprendre les trucs de sa vie à elle qui sont exploités dans le truc. Et vraiment, du coup, je trouve que on a un peu gâché l'exploration de son univers à elle parce qu'on avait mis en place plein de trucs et je trouve qu'on les explore pas en fait au final. Et j'aurais bien plus apprécié ça que la fin, plus faite pour travailler le mystère en règle générale que pour répondre à ce qui a été mis en place dans le scénario en fait, à mon sens. Donc ouais, je trouve que le personnage de Mary a été bizarrement géré dans l'histoire et que on a un petit peu oublié finalement de la gérer quelque part. Pour le reste, je trouve quand même que le film est intéressant et notamment donc au niveau esthétique, il y a des plans qui sont très jolis, notamment des plans en termes de sens qui sont très jolis. Le film commence, il y a d'abord une petite séquence de backroom typique avant le générique, enfin l'apparition du titre. Et après le titre, on voit donc le béton qui est coulé devant la maison du Dr. Klein à l'époque où elle est encore gamine, du coup, quand elle va emménager avec sa mère. Et on la voit du coup mettre son empreinte dans le béton. Et il y a un contre-champ qui suit, qui est une contre-plongée sur elle et sa mère qui sont en train de mettre le truc. Et elles ont un ciel bleu derrière elles. Et d'un seul coup, tu vois un tractopelle qui débarque avec tout un tas de débris dessus et qui largue ces débris sur les personnages. Et tu fais, merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles vont crever? Et là, t'as un cut, tu vois un plan plus large, avec effectivement les débris qui ont été lâchés par le tractopelle, mais il n'y a plus la gamine et sa mère. Elles sont en bord de cadre, un peu dans le flou, et elles observent donc la maison être détruite. Et donc en fait, le plan du début était un plan métaphorique qui te montrait la destruction de leur maison, de leur environnement, de leur petit coin où elles étaient tranquilles et en sûreté, etc., etc. Donc ça, je trouvais que c'était un plan qui était vachement intéressant et lourd de sens. Un autre plan, enfin deux autres plans d'ailleurs qui sont assez intéressants, l'un d'entre eux étant lourd de sens, c'est cette sorte donc d'entreprise qui étudie les backrooms. Il y a un moment où on va filmer le centre de recherche et on le filme de façon cachée derrière des buissons en fait. Il y a d'abord un premier plan de feuilles floues et ensuite il y a le bâtiment tout blanc et avec des vitres miroirs qui est derrière. Et du coup, il y a ce côté observé de façon cachée. Et donc pour l'entreprise qui observe, qui met des caméras de sécurité notamment un peu partout, le fait d'être observé de façon un peu cachée, c'est ce qu'on appelle le regard mystérieusement autre en cinéma, c'est quand tu regardes quelque chose et que tu as un obstacle visuel et donc tu as l'impression que c'est le point de vue de quelque chose qui te regarde, qui observe. Je trouve que c'est assez intéressant là-dessus. Et même esthétiquement, il y a des plans qui sont très très jolis. Le deuxième plan sur ce bâtiment, c'est un plan en contre-plongée où tu vois le bâtiment qui est donc parfaitement blanc et lisse, les fenêtres qui reflètent parfaitement le ciel parfaitement bleu et lisse de partout, et il y a un seul petit nuage qui est pile poil au milieu, pile poil au-dessus de l'immeuble. Je sais pas si d'ailleurs c'est un trucage ou s'ils l'ont vraiment eu au tournage, mais l'idée du plan est vachement intéressante quoi. Et manifestement, c'est ce qu'a Ken Parsons. Il a déjà un regard visuel et une appréhension de l'esthétique qui a l'air vachement intéressante. Je suis curieux de voir ce qui va devenir à l'avenir. Et puis dans les environnements qui ne sont pas dans les backrooms, il y a aussi de la recherche visuelle. Notamment, il y a l'endroit où vit l'assistante de Clark du magasin qui vit dans une espèce de petit truc de mini quartier, enfin de espèces de mini maisons qui sont toutes sur le même jardin, etc. Enfin c'est un truc très américain, je suppose. Et t'as ce gazon parfaitement vert avec toutes ces maisons aux portes extrêmement rouges et rouges très très pétants, et il y a des petites tables de jardin à l'extérieur qui sont repeintes en jaune pétant. Il y a une esthétique grosso modo années 90 que le film essaye de reproduire. Pas parfaitement, cela dit, tu sens que le gamin n'a pas vraiment connu cette époque-là et qui sait pas quoi vraiment mettre pour illustrer le truc, mais qu'il y avait un chef déco dans le coin qui lui a su exploiter un peu le truc, et notamment dans les années 90, on aimait bien foutre de la couleur un peu partout en fait. Des couleurs très pétantes, généralement très unies, des bâtiments avec des verrières rouges, des trucs dans ce genre-là, c'est des couleurs qui tapent vraiment fort. On aimait beaucoup ça dans les années 90, et donc ce truc des petites tables de jardin bien jaunes, bien pétantes, à côté du gazon vert, à côté des portes rouges, etc., etc., il y a quelque chose de visuellement très marquant. Et il y a un côté intéressant aussi dans le fait que le magasin du personnage de Clark est déjà l'air d'une backroom en soi, parce que donc il y a un espace supérieur qui fait plus magasin en règle générale, mais qui a un grand espace avec tout un tas de meubles un peu partout, ce qui va être le principe des backrooms. Et il y a surtout une pièce en sous-sol qui elle aussi est utilisée pour vendre des meubles. Et du coup ça fait une pièce en sous-sol avec les lampes un peu partout sur le plafond, un escalier qui descend dans le truc. Et donc il y a un côté déjà irréel et surnaturel à cet environnement-là et à ce décor-là, ce qui travaille donc déjà l'étrangeté du truc et qui annonce les décors qu'on va avoir dans le reste du film. Donc pour conclure, c'est un premier film assez vaillant, un bel effort pour un jeune réalisateur d'à peine 20 ans qui réalise son premier film. Honnêtement, ça a plutôt de la gueule et ça marche plutôt bien.
Je dirais que vraiment c'est le scénario qui pêche un petit peu par moment avec, si vous n'avez pas vu la séquence spoiler, un personnage qui est pas très exploité, qui est très mis en place, mais qui est pas exploité véritablement, qui est pas vraiment exploré, notamment dans ce qui permet d'explorer les personnages dans le film. Et du coup, c'est vrai que je suis un petit peu sur ma faim, mais je n'exclus pas le fait de pas être dans le truc des backrooms et de peut-être pas avoir compris l'intérêt. Peut-être que l'idée est de rester un petit peu avec du mystère, avec des questions en suspens, avec de l'analyse à faire en regardant le film après, etc., etc. Donc je suis peut-être passé un petit peu à côté de ce truc-là, du phénomène, comme je suis extérieur au phénomène et que je le connais pas trop. Reste que, ouais, j'ai pas passé un mauvais moment. Cela dit, je considère pas que ce sera un film qui me marquera énormément et je pense pas que ce sera un film que je mettrai dans mes tops, par exemple, en fin d'année ou un truc dans ce genre-là. Il y a quand même un truc un tout petit peu bancal. Il y a peut-être pas assez. C'est vrai que c'est quand même, il y a juste 2 personnages, l'un d'eux n'étant quasiment pas exploité. C'est principalement des gens qui vont se promener dans des pièces et qui vont explorer un truc. Et je dirais que c'est peut-être ça aussi qui fait un peu défaut au film. Je crois que le phénomène backroom marche parce qu'on se projette nous-mêmes dans le décor, parce qu'on a ces vidéos en POV avec du coup ce principe un peu VHS en plus, ou les jeux vidéo par exemple où on va explorer du coup le truc en point de vue en POV. Et je pense que ça retire une bonne partie de l'attrait et du côté horrifique de l'exercice de style de mettre des personnages en fait. C'est peut-être le défaut du film, c'est justement d'avoir voulu être un vrai film et d'avoir voulu mettre des personnages, et peut-être que justement on perd un peu de la saveur du truc Backrooms. Je dois dire que pour un film qui est censé faire peur, j'ai pas vraiment eu peur. Il y a 2-3 séquences qui foutaient les boules avec des trucs qui passent vite fait dans un couloir et qui surprennent, des trucs qui te courent après et du coup ça te fout un peu, ça te met un peu en stress, etc. Mais c'est pas si courant que ça et grosso modo le film c'est pas mal de discussions entre le personnage et son psy et des personnages qui explorent des couloirs en avançant lentement, en regardant partout et en disant oh, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu particulier. Donc voilà, un petit truc peut-être à noter à la fin, il a un gimmick de réalisation que j'ai trouvé un peu insupportable par moment. Il fait respirer tous ses personnages comme des porcs. Je sais pas pourquoi, il est obsédé par ce truc-là. À chaque fois qu'il y a un moment qui devrait être un petit peu en silence, c'est peut-être un truc Gen Z là-dessus, il faut qu'il y ait quand même un truc, même quand il y a un moment de silence. Et à chaque fois qu'il y a un personnage qui est juste en train d'explorer quelque chose, un escalier par exemple, le personnage est dans un escalier et t'entends. Alors que le personnage n'a pas l'air d'être en surrespiration non plus, quoi, en train de surventiler. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté assez dérangeant même quelque part à entendre cette respiration extrêmement prononcée du personnage, alors que paradoxalement, il fait pas grand-chose de particulier à la caméra et n'a pas l'air d'être en train de respirer particulièrement fort. Donc c'est un petit truc qui m'a le petit détail comme ça, mais qui m'a un peu obsédé pendant tout le film. Je disais, mais arrête de mettre sa respiration forte comme ça, c'est super énervant. Voilà, mon petit délire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, notamment si vous connaissez déjà le truc des backrooms, si vous avez découvert avec le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que comme moi, vous êtes resté finalement quand même un petit peu extérieur au truc, ou est-ce que vraiment vous avez adoré et puis quand vous êtes rentré chez vous, vous avez regardé 100 vidéos de backrooms? Dites-moi ça dans les commentaires, et puis on se retrouve pour parler d'autres films cette semaine. Il y aura pas Toy Story 5, parce que je déteste la franchise Toy Story, donc je ne ferai pas Toy Story 5 cette semaine. Par contre, j'avais participé au cofinancement du film Jim Queen, qui est le premier film de Bobby Pills, je crois que ça s'appelle, qui est le studio qui fait les Cassos sur YouTube. Et ils sortent un film sur la culture LGBT, qui a l'air assez délirant, qui a l'air assez caustique. Et du coup, j'ai assez hâte de voir ça, et je vous en ferai un vlog dans le week-end. La semaine prochaine, il y aura Obsession, parce qu'on en a énormément parlé. Donc voilà un petit peu le programme, mais pas de Toy Story 5. Hors de question. Et la semaine prochaine, je crois qu'il n'y a rien qui m'intéresse vraiment en salle. Il y a le deuxième volet de Gaulle, mais j'ai pas été voir le premier déjà, parce que ça m'intéresse pas, donc... Voilà. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.